Merci beaucoup d'avoir lancé ce nouvel épisode qui sera l'avant-dernier avant l'été. Donc avant de partir en vacances, n'oubliez pas de vous abonner pour être certain de ne rien rater à la rentrée. Il y aura plein de nouveaux invités, comme d'habitude un mercredi sur deux. Le podcast est disponible partout, sur Spotify, YouTube, Apple Podcast, Deezer. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans Comment est votre climat, le podcast qui humanise le changement climatique. Il y a quelques mois, après avoir enregistré le 6e épisode de l'émission, je me promenais dans les rues de Toulouse en attendant le train. Une magnifique librairie, ombre blanche, s'est présentée devant moi alors que je n'avais rien demandé. Aussi faible devant un libraire que devant une part de flanc, j'y entre d'un pas, comme diraient des proches, complètement quelconque. Face à moi, entre les meilleures ventes du moment et les classiques indémodables, un mur de livres sur l'environnement et les sciences sociales. N'ayant pas l'audace de faire un choix par moi-même, une couverture s'impose à moi. Son vert fluo et sa question existentielle m'appellent. Ni une ni deux, me voici dans le TGV armé de mon nouvel achat compulsif. Il faut savoir manier l'art de la pédagogie pour rendre l'économie accessible à tous, et encore plus pour en faire un lien avec le climat tout en apportant des réponses aux bonnes questions. Il n'y avait donc qu'un seul moyen d'en savoir plus, inviter l'autrice de ce livre à mon micro. Bonjour Fanny Aurier. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps de répondre à Comment est votre climat, le 12e épisode déjà. Pour les auditrices et les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes directrice de recherche au CNRS, à l'université d'Aix-Marseille. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas sous le soleil du Sud, nous sommes à Paris, vous êtes de passage. Donc merci beaucoup de prendre le temps de venir à ce micro. Donc vous avez été formée à Polytechnique, j'ai vu, à la London School of Economics et à l'école des hautes études en sciences sociales. Donc quand même un parcours assez long, assez dense. Et la question que je me pose à chaque fois quand j'ai des invités qui ont fait des grandes études comme ça, c'est est-ce que pendant ces études, on vous a parlé de climat ? Alors, en fait, oui. C'est-à-dire que moi, mes premiers souvenirs de mes interactions avec le climat, c'est même au lycée, à vrai dire. Mais alors, de manière assez étonnante, c'était en cours d'anglais où on étudiait des textes qui étaient en anglais et c'était en général toujours soit sur la couche d'ozone, soit sur le changement climatique. Donc ça, c'est vraiment mes premiers souvenirs. Et ensuite, oui, à l'école polytechnique, c'était déjà, et ça l'est encore plus, un sujet important, à la fois du côté des sciences dures, je dirais, mais aussi du côté des sciences sociales, de l'économie, qu'on étudie à l'école polytechnique. Et quand vous êtes rentré dans ces écoles, est-ce que vous aviez déjà en tête le fait de lier l'économie au changement climatique ou pas encore ? Alors, pas vraiment, c'est-à-dire que c'est probablement au moment où j'ai été confrontée à des cours d'économie, donc c'est-à-dire à mon arrivée à l'école polytechnique, que j'ai vu le lien un peu plus précis qu'il y avait. Et surtout, ce dont je me suis rendu compte, je pense, pendant ces études d'ingénieur, c'est qu'en fait, on avait en quelque sorte, les solutions techniques, elles existent, on les connaît, mais la difficulté vient beaucoup plus de la manière de les mettre en œuvre, des politiques publiques, de la réaction des États, des entreprises, des consommateurs. Et ça, c'était vraiment... Donc la difficulté, elle vient peut-être plus de la sphère économique que vraiment de connaissances techniques, quoi. Donc vous étiez déjà acculturé. Est-ce que vous avez eu un grand soir écologique ? Est-ce que vous avez eu un déclic ? Ou alors est-ce que vous êtes formé petit à petit au fil du temps en prenant conscience ? Non, je pense que c'est vraiment petit à petit. Donc, il y avait déjà ces cours d'anglais. Et puis, petit à petit, j'en ai entendu parler. Et donc, non, c'est quelque chose qui est venu, qui a un peu toujours été là, quoi. Mais c'est une chose d'être au courant et c'est une autre chose de se rendre compte que les prévisions des scientifiques qui font depuis les années 70, les années 80, les années 90 se sont avérées tout à fait exactes et que ce que le GIEC disait en 1990 qu'on aurait un réchauffement de 1,5 degré aujourd'hui, et ben là on le voit et on voit les impacts. On vient d'avoir une canicule quand même assez impressionnante la semaine dernière. Voilà,
même si j'étais consciente d'un point de vue un peu théorique, le fait d'être confrontée, je pense, vraiment au fait que, bah oui, c'est ce que les scientifiques disaient est vrai, ça change un peu la manière d'envisager le problème. Et vous, à titre personnel, est-ce que vous avez déjà été victime, physiquement ou émotionnellement, des conséquences du réchauffement climatique? Vous vivez dans le sud, par exemple, je pense aux vagues de chaleur, forcément. Alors, je vis dans le sud seulement depuis 3 ans. Avant, j'étais à Paris, donc préservée en général des vagues de chaleur. Alors, en fait, pas tellement. Donc, on a la chance en France quand même d'être dans un pays riche et puis dans un pays avec un climat relativement clément. Donc, évidemment, il y a quand même le problème des vagues de chaleur et ça, je pense que c'est vraiment, on commence vraiment à se rendre compte de à quel point c'est pénible et des conséquences en fait sur la santé, sur la productivité, sur tout un tas de choses. Moi personnellement, mine de rien, en habitant près de la mer, il y a quand même un peu d'air frais, on peut se rafraîchir. C'est certainement beaucoup moins pénible que pour beaucoup de Français. Oui, il y a quand même quelques avantages à vivre au bord de la Méditerranée. Voilà. Est-ce que vous vous considérez comme éco-anxieuse ? Non, je ne me considère pas comme éco-anxieuse, précisément parce que je pense que les solutions techniques existent, qu'on les connaît, et je me dis qu'on va bien finir par les mettre en place. La question, c'est vraiment la question de l'horizon. Comment on fait pour qu'on y arrive. Donc là, je suis quand même un peu plus inquiète récemment avec le retour de bâton écologique qu'on voit partout. Donc ça a commencé aux États-Unis, mais même en Europe, là, ça devient la question écologique devient une ligne de clivage assez importante. Et ça, je trouve ça assez inquiétant. Mais je suis en général quand même plutôt optimiste. Oui, c'est le fameux backlash qu'on entend souvent aux États-Unis, en Europe. Si je ne dis pas de bêtises, le réseau Action Climat a dénombré 43 reculs écologiques rien qu'en France ces dernières années. Donc bon, voilà, on essaye de rester optimiste malgré tout avec les avancées qu'on a. Et en lien avec l'éco-anxiété, est-ce que, par exemple, vous concevez la vie aujourd'hui comme vous la conceviez il y a 10 ans ? Et il y a 10 ans, c'est pas tout à fait anodin, c'était la COP21, forcément. Alors précisément, donc, depuis 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu donc, la COP21, on était quand même c'était un moment d'optimisme, je pense, malgré tout, parce que, même s'il n'y avait pas d'accord vraiment contraignant, qu'on se disait, est-ce que vraiment les autres pays vont faire ce à quoi ils se sont engagés ? Il y avait cette prise de conscience un peu internationale. Là, depuis quelques années, avec on voit, comme vous disiez, tous les reculs. Et donc, je suis un peu plus inquiète qu'il y a 10 ans pour cette raison-là. Et puis aussi parce que depuis, j'ai eu des enfants. Et donc, ça prolonge un peu l'horizon auquel on pense. Alors donc aujourd'hui, vous êtes donc directrice de recherche au CNRS, je le disais en début d'émission. Est-ce que le lien aujourd'hui entre le climat, la science, l'économie dans votre communauté est une évidence ou il y a encore un petit peu de travail à faire ? Alors, ça l'est de plus en plus. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde voit bien le lien entre l'économie et le climat. Donc, en général, c'est quand même une communauté de gens qui croient en la science et donc il n'y a pas de problème avec l'effet scientifique sur le climat. La question de prendre en compte le changement climatique dans les sciences économiques, ça c'est un peu plus récent. Et donc pour vous raconter une anecdote, par exemple, quand j'ai fait ma thèse, j'étais en partie à la Banque de France. Et c'était déjà sur des questions d'environnement et du lien entre l'écologie, enfin l'environnement, le climat et la macroéconomie. Et il y avait vraiment une grande partie des gens qui travaillaient à l'époque à la Banque de France, des économistes, qui se demandaient mais pourquoi est-ce qu'on étudie le climat à la Banque de France ? Ça n'a rien à voir. Et c'est assez rigolo parce que maintenant, les banques centrales un peu partout dans le monde, la BCE, la Banque de France, le climat, pour elles, le climat est un sujet central. Et c'était en lien avec la génération ou l'âge peut-être des personnes qui étaient à la Banque de France ou alors, qu'importe, c'était juste pas dans la culture de la Banque de France ? Non, je pense que c'était pas spécifique à la Banque de France, hein, c'était pas on voyait pas exactement le lien entre qu'est-ce que l'économie de l'environnement avait à voir avec
les prévisions macroéconomiques, l'inflation, ce genre de choses qui sont les sujets un peu cœur d'une banque centrale. Et un de vos confrères, Éloi Laurent, parle de bunkérisation des chercheurs face à la menace climatique. Est-ce que vous le ressentez toujours? Est-ce qu'il dit ça aujourd'hui, pas il y a 10 ans? Je pense que c'est quand même un peu en train d'évoluer et quand vous regardez les jeunes qui font leur thèse aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui font des thèses en économie qui ont un lien avec l'environnement. Même si on n'est toujours pas à l'abri d'un recul sur ce sujet-là, parce qu'on voit bien aux États-Unis une baisse des financements, une baisse des postes sur le sujet, et donc potentiellement une baisse de la formation aussi des économistes sur le sujet. Mais pour l'instant, je dirais qu'on est plutôt... Quand on regarde par exemple les meilleures revues dans lesquelles les économistes peuvent publier, c'est ce qu'on appelle les top 5, c'est un peu le Graal des économistes. Et alors on voit qu'effectivement, historiquement, il y a très très peu d'articles qui sont en lien avec le climat, mais il y a une évolution, là, il y a une augmentation assez impressionnante du nombre d'articles publiés sur le sujet. Vous parliez des jeunes. Justement, je vais vous en parler des jeunes économistes, parce que vous avez vous-même été nommé pour le prix de meilleur jeune économiste. C'était en 2024, il me semble. Et donc, parmi les derniers vainqueurs, ce ne sont pas réellement des grands spécialistes du climat. Toutefois, quand on regarde les personnes nommées, donc vous, Adrien Bilal, par exemple, je vous parlerai du prix de la tonne de CO2 tout à l'heure, justement, de ces travaux. Il y a quand même une note d'optimisme quand même qui se fait. On se dit, ça y est. Il y a aussi, j'ai vu Mathieu Parenti, également qui a été nommé, voilà, qui sont des personnes qui travaillent sur les sujets du changement climatique. Est-ce qu'il y a une nouvelle génération d'économistes qui émerge? Est-ce que demain, quand je vais allumer ma télé et ma radio, je vais arrêter d'écouter Jean Pisani-Ferry et toutes ces personnes que j'entends depuis que je suis né, et je vais enfin avoir une jeune génération d'économistes qui va venir me parler de climat dans la matinale? Ah oui, je pense que c'est bien possible. Et c'est... oui. Alors, ce qui est intéressant donc, dans les exemples que vous citez, c'est que en fait, c'est des économistes, des jeunes économistes brillants, mais qui en plus donc, viennent de champs un peu différents. Donc il y a des gens qui font de la macroéconomie, des gens qui étudient plutôt le commerce international. Donc je pense à Mathieu Parenti, par exemple à Adrien Bilal. Et donc en fait, à l'intérieur de tous ces sous-thèmes de l'économie, ils introduisent la question du changement climatique qui en fait est partout. Et donc on voit bien que c'est une question qui envahit un peu tous les champs de l'économie, et c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est très transversal finalement comme ça devrait l'être. Alors ce sujet n'est pas tout à fait anodin, parce que quelques jours avant l'enregistrement de ce podcast, Le Monde a sorti un article, je suis certain que vous l'avez vu, sur justement la lente prise de conscience du monde de l'économie sur le changement climatique. Alors je vous avais invité avant de découvrir cet article, donc le timing était plutôt bon, donc sur le réveil, le lent réveil même de la profession, c'était ça l'article, je mettrai le lien en description. Il est écrit que les économistes qui remettent en cause le capitalisme sont persona non grata dans les facultés. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez ou... Alors, sur cet article, je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que... Pas tout à fait d'accord avec tout ce qui est écrit dans cet article. Les économistes qui remettent en cause le capitalisme... le problème de cette phrase, c'est que je ne sais pas exactement ce qu'elle signifie. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des économistes qui, dans les universités, et qui sont tout à fait bienvenus dans les universités, et qui remettent en cause le système économique tel qu'il est aujourd'hui, et qui plaident pour une prise en compte beaucoup plus importante des questions climatiques. Je vais commencer la deuxième partie de l'émission Fanny Henriet, et je vais m'intéresser à un livre que vous connaissez bien parce que vous l'avez écrit. Et le titre, alors de toute façon il est très simple, il ne peut pas être plus clair: l'économie peut-elle sauver le climat? Donc voilà, je vous en parlais juste avant l'émission, c'est vrai que voilà, je lis un peu tout ce qui me passe sous la main sur le climat.
J'ai vu cette couverture verte, flashy, fluo devant moi sur l'économie. Et c'est vrai que c'est une question qui me taraude, donc j'aimerais beaucoup avoir la réponse. Donc je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Et donc votre livre, il commence par des rappels historiques et scientifiques. Avant de parler d'économie, voilà, vous rappelez ce qu'est l'effet de serre, ce que sont les émissions de gaz à effet de serre, comment est-ce qu'elles se sont installées dans l'atmosphère et se sont accumulées pour faire le changement anthropique que nous vivons aujourd'hui. Et il y a une notion qui arrive assez tôt dans le livre et qui m'a interrogé. Vous parlez de valeur statistique de la vie. Et juste après, vous dites il faudrait en dédier un livre, tellement cette théorie est vaste. Alors ça tombe bien, on a un peu de temps. Donc je vous pose la question, qu'est-ce que la valeur statistique de la vie ? Alors, donc, effectivement, dans le livre, j'essaye d'expliquer un peu l'approche qu'ont les économistes du changement climatique. Donc, il y a une partie du travail qui consiste à se dire, qu'est-ce que c'est que ces dommages climatiques ? Est-ce que de quoi on parle ? Quels sont les risques ? Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est qu'on peut dire on peut lister tout un tas de dommages. On peut dire il va y avoir tant de vagues de chaleur. On pense que ça va faire tant de morts. Il va y avoir une augmentation des événements extrêmes. Des tempêtes, etc. Donc voilà les impacts. L'agriculture va souffrir. Donc on peut lister tout un tas d'impacts. Si on en reste là, le problème c'est que on peut pas répondre à la question. Oui, mais quel est l'impact économique de tout ça ? Combien ça coûte ou combien ça coûte aux générations futures ? Et puis combien on est prêt surtout à abandonner de bien-être aujourd'hui pour réduire ces impacts demain ? Et donc, pour répondre à cette question, ce qu'on essaye de faire, c'est de tout mettre dans une métrique commune qui est en fait les euros, qui est la monnaie. Non pas parce qu'on pense que on peut vraiment traduire que tout peut s'acheter, que la perte de biodiversité peut s'acheter, mais simplement pour pour être en mesure de comparer différents impacts et pour être en mesure de comparer les coûts ce qu'on est prêt à payer pour éviter les dommages avec les dommages eux-mêmes. Et donc, dans ce cadre-là, quand on essaye de faire ça, on est obligé de se dire, à combien je valorise finalement le fait d'éviter que certaines personnes vont mourir à cause du changement climatique ? À combien je valorise ça ? Et j'ai besoin de le valoriser parce qu'une fois que je l'aurai valorisé, je dirais, voilà combien je suis prête à payer pour éviter que ça se passe. Et donc, c'est évidemment quelque chose de compliqué. Et donc, notamment, un des outils qu'on a pour faire ça, c'est ce que vous disiez, la valeur statistique de la vie. Donc, ça n'a rien à voir avec la valeur de la vie, bien sûr. C'est simplement une évaluation de combien on est prêt à payer collectivement pour diminuer la probabilité de décès. Donc, combien on est prêt à payer aujourd'hui pour avoir 10% de chance en moins de mourir. Et donc ce chiffre quelle est la valeur statistique de la vie ? Et donc, ce chiffre, il dépend un peu des pays, il dépend un peu des contextes, de la manière dont on le mesure, etc. C'est autour de 3 millions d'euros. Donc, une vie en valeur statistique, pour la sauver, on serait prêt à payer 3 millions d'euros. C'est à peu près ça. D'accord. Et ça, c'est une moyenne mondiale. Ça, c'est une moyenne mondiale. Alors, c'est la valeur qu'on prend pour une vie, quelle qu'elle soit dans le monde, en effet. Alors, après cette valeur statistique de la vie, donc vous rentrez petit à petit dans plein de théories donc, du changement climatique et de l'économie. Donc, chaque chapitre fait environ 3-4 pages. Ça se lit vraiment très bien, c'est très condensé, très résumé, très pédagogique aussi. Moi, j'ai lu ça dans un train, par exemple, et donc voilà, ça a fait passer le voyage tout seul. Et vous parlez juste après du coût social du carbone. Donc, on parlait d'Adrien Bilal tout à l'heure. Donc, il y a eu plusieurs études qui ont été faites au fil des années sur le coût social du carbone. Il y avait notamment Nicolas Stern, à l'époque, grand économiste britannique qui avait parlé de ça. Et Adrien Bilal, lui, ensuite refait une étude et il dit une tonne de carbone, ce serait bien que ça coûte entre 800 et 1000 euros. Alors, moi, quand j'ai lu ça, je me dis, oui, en effet, d'un point de vue climatique, ce serait très bien, sauf qu'il s'est passé un événement qui s'appelle les Gilets jaunes, il y a quelques années en France. Comment est-ce qu'on peut mêler finalement cette obligation, cette réalité qu'il faut payer le carbone, évidemment, qu'il faut intégrer le coût du carbone dans nos modes de vie, et une acceptabilité sociale qui est de plus en plus difficile. Alors oui, c'est une question très importante. Donc, juste le coût social du carbone, c'est vraiment les dommages, l'estimation des dommages qui sont liés à
une tonne de carbone que j'émets. Donc quand j'émets une tonne de carbone, on estime, alors donc effectivement vous avez raison, il y a des estimations qui sont assez variables, on estime que les dommages qui sont provoqués par cette tonne-là que je viens d'émettre, elles sont entre 200 dollars par tonne, 180 dollars par tonne, ça c'était l'estimation de l'EPA avant, de l'Environmental Protection Agency aux États-Unis avant l'arrivée de Trump, et jusqu'à effectivement les nouvelles estimations d'Adrien Bilal autour de 1000 dollars par tonne de carbone. Ça veut dire, c'est vraiment très concret, ça veut dire que quand j'émets cette tonne-là, et ben en fait, je vais provoquer des dommages à d'autres personnes et à d'autres générations partout dans le monde qui vont être de cet ordre-là. Donc ça, c'est le coût social, c'est un peu une donnée. C'est une donnée. Maintenant, il y a comment on traduit ça en politique publique. Comment on traduit le fait que, on veut diminuer les émissions parce que à chaque fois qu'on émet, il y a un coût social pour l'ensemble du monde. Et donc là, effectivement, il y a une des solutions que les économistes adorent, qui est de faire payer finalement ce coût-là. Donc on fait payer ce coût-là, le coût social. Quand vous prenez l'avion, vous allez émettre des tonnes de carbone, et vous allez avoir un coût sur d'autres personnes, et on vous fait payer ce coût. On vous fait payer ce coût, et donc ça peut prendre la forme d'une taxe carbone. Donc à ce moment-là, c'est qui paye ? Est-ce que, vous prenez l'exemple de l'avion, par exemple, c'est Airbus, c'est la compagnie aérienne, c'est vous, c'est moi ? Alors, c'est la taxe carbone, l'idée, c'est de dire, c'est la personne qui est à l'origine de la tonne marginale. Donc, en fait, c'est quand vous achetez un billet d'avion, le fait que vous achetez un billet d'avion, ça va contribuer à émettre ce carbone-là dans l'atmosphère, et donc vous devez le payer. Et donc je prends l'exemple de l'avion parce que c'est un exemple finalement assez consensuel. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas que l'avion et qu'il y a tout un tas d'activités polluantes. Et donc, si on voulait faire payer exactement le coût social du carbone, il faudrait mettre une taxe carbone sur tout les biens qui émettent du carbone, mais ça veut dire le mettre sur le gaz, sur l'essence. Et effectivement, on arrive au problème des gilets jaunes, comme vous l'évoquiez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce qu'il faut comprendre, c'est que la consommation de biens polluants, elle augmente avec le revenu. Donc, les riches émettent plus de carbone que les pauvres. Donc ils vont payer plus de taxes carbone. Ok. Donc ça, c'est plutôt en faveur d'une acceptabilité sociale, en quelque sorte. Mais en proportion de leurs revenus, ils consomment beaucoup moins de carbone. C'est-à-dire que ça représente un pourcentage beaucoup moins important de leurs revenus. Et donc, ce qu'ils devraient payer en taxe carbone représente un pourcentage beaucoup moins important de leurs revenus que pour les pauvres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les biens de première nécessité sont assez polluants. Donc, je pense au chauffage, à se déplacer. Ça représente une plus grosse partie du budget des personnes les plus modestes. Donc, ça pose ce problème-là. Ça pose ce problème-là que la taxe carbone est régressive. Après, on peut penser à tout un tas de mesures pour atténuer cette régressivité. La redistribution, vous en parlez dans votre livre, justement. Alors, j'en parlais avec Jean Jouzel il y a longtemps. Il parlait de la première taxe carbone. Je crois que c'était la commission Rocard, à l'époque, qui avait proposé une redistribution. Ça avait été retoqué, malheureusement. Finalement, la redistribution, si je ne dis pas de bêtises, elle a lieu au Canada. Notamment, elle est redistribuée aux gens. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui qu'on redistribue cette taxe carbone, ce qui finalement la rendrait acceptable ? Alors, il y a deux choses dans votre question. Alors d'abord, au Canada, je crois qu'ils sont en train de revenir dessus. La redistribution, je pense qu'effectivement, au moment des Gilets jaunes, ce qui s'est passé, c'est que les recettes de la taxe carbone n'étaient pas redistribuées, ou très peu. Il y avait quelques dispositifs d'accompagnement. Mais on peut imaginer effectivement un système dans lequel on taxe le carbone et puis on prend toutes les recettes et on redistribue forfaitairement à tous les individus, et particulièrement aux individus les plus modestes. Comme ça, on garde un prix qui est élevé. Donc, si j'ai un choix à faire entre quelque chose de polluant et pas polluant, le prix va m'aider à choisir la bonne alternative. Mais je m'appauvris pas, puisqu'on me redistribue les recettes. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui l'empêche. Je pense que si on mettait en place une taxe carbone aujourd'hui, c'est ce qu'on ferait. Le problème, c'est qu'on a des études qui montrent que, en fait, la redistribution, on n'est pas certain que ça rende le dispositif acceptable. Pourquoi donc ? Si je récupère ma mise, entre guillemets,
Ça ne rend pas plus acceptable. Ça rend probablement un peu plus acceptable, mais ce qu'on voit, c'est que les gens, donc il y a notamment une étude qui a été faite au moment des Gilets jaunes sur la France, qui étudie l'acceptabilité et qui dit, c'est une enquête en fait, où les chercheurs ont demandé, donc Thomas Douane et Adrien Fabre, est-ce que vous accepteriez un tel schéma ? Et en fait, ils se sont rendus compte que les individus étaient toujours opposés. Alors, il y a plusieurs interprétations. Il y a une interprétation, je pense, qui est assez naturelle, qui est de dire qu'en fait, les gens n'ont pas tellement confiance dans la redistribution. Ils disent, on va mettre en place une taxe, on me dit qu'on me redistribue, mais peut-être qu'un jour, on va arrêter la redistribution. Donc, je pense que la confiance dans les institutions, dans le gouvernement, elle est hyper importante pour mettre en place ce genre de choses. Et je pense qu'il y a aussi autre chose qui est le fait que ce qui gêne les gens avec la taxe carbone, c'est pas uniquement l'effet régressif, mais c'est aussi ce qu'on appelle l'hétérogénéité horizontale, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui ont le même revenu, mais des modes de vie très très différents, qui vont être traités très différemment. Parce qu'il y en a qui vont payer très très cher, qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, qui ont du chauffage à gaz, alors qu'il y a ceux qui habitent en ville, qui sont chauffés à l'électricité, qui vont simplement bénéficier de la redistribution. Et donc ça crée un peu de l'hétérogénéité dans les impacts à revenus donnés. Et ça, c'est aussi quelque chose que les gens ont du mal à accepter. Alors vous avez parlé d'inégalité et des plus riches et des plus pauvres. Alors j'allais y venir un peu plus tard, mais donc puisque vous lancez le sujet, allons-y. Vous en parlez justement dans votre livre. Alors vous dites en effet donc plus on est riche, plus on émet, parce que plus on consomme. Après vous dites qu'il y a des émissions, qu'on soit riche ou pauvre, on se chauffe. Il y a des choses qu'on fait tout le monde. Il y a une étude d'Oxfam aussi qui a prouvé donc que les 10% les plus riches émettaient donc 50% des émissions de CO2. Et sauf que vous nuancez un petit peu, vous pondérez un petit peu dans votre livre en disant que les riches consomment. Après, les personnes les plus riches ont aussi des biens immobiliers et de l'épargne, donc c'est pas forcément que de la consommation. Et que si tout le premier décile, donc les 10% les plus riches vivaient comme le dernier décile, les 10% les plus pauvres, il y aurait bien évidemment une baisse des émissions de CO2, mais ça ne suffirait pas à atteindre nos objectifs climatiques. Non, alors ça c'est sûr, c'est-à-dire que les riches polluent beaucoup, mais ils ne sont pas assez nombreux pour résoudre le problème tout seul du changement climatique. Et ça, je pense qu'au-delà de ça, donc ça veut dire qu'on ne peut pas simplement, en se focalisant sur les 10% les plus riches, arriver à nos objectifs de réduction d'émissions. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien être conscient de quelque chose qui est que même s'ils polluent plus, l'intensité carbone d'un euro dépensé par un riche, elle est plus faible que par un pauvre. Notamment parce que les riches, ils vont épargner beaucoup, et puis aussi parce que les biens de première nécessité, ils sont polluants. Ce que ça veut dire, c'est que si vous redistribuez massivement des riches vers les pauvres, vous n'allez pas baisser les émissions. Vous allez plutôt les augmenter. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas redistribuer. Mais simplement, il faut être conscient que la redistribution, ce n'est pas la clé pour baisser les émissions. Voilà. Le fameux ruissellement qu'on entend. Donc la redistribution. Donc vous me dites, si on redistribue plus des riches vers les pauvres, les émissions augmentent. Non, alors il faut l'intensité carbone d'un euro augmente, c'est ça? Non, c'est-à-dire que l'intensité carbone, si vous prenez 1 euro qui est dépensé par un riche, ça va émettre un certain nombre de grammes de CO2. Okay ? Vous le redistribuez vers un pauvre. Le pauvre, avec 7 euros supplémentaires, en fait, l'intensité carbone moyenne de sa consommation, elle est plus importante que celle du riche. Donc, au final, ça va un peu augmenter les émissions, parce que lui, il ne va pas l'épargner, cet euro-là. Il va le dépenser pour sa consommation. Et potentiellement, pour une consommation qui, en moyenne, est plus polluante, parce que les biens de première nécessité sont plus polluants. Donc, c'est pas pour dire qu'il faut pas redistribuer, parce que je pense que la redistribution est absolument essentielle pour garantir l'acceptabilité, comme on dit. C'est-à-dire les gens sont prêts à faire des efforts, sauf si, évidemment, ils voient qu'en haut de la distribution, personne n'en fait. Donc je pense que la distribution est absolument essentielle, et que s'il y avait moins d'inégalités, ce serait plus simple de faire adopter des mesures.
Ce que je nuance simplement cette chose-là à laquelle je crois vraiment par autre chose qui est, attention, la redistribution ne suffit pas. La redistribution, elle est importante pour que ce soit juste et pour l'acceptabilité, mais par contre, en elle-même, elle ne va pas provoquer une baisse des émissions. Il y a eu un débat qui a enflammé le Sénat il y a quelques semaines, c'est la taxe Zuckman. Donc justement la taxe sur les patrimoines les plus riches. Donc en fait, c'est toujours bien évidemment de récupérer de l'argent, surtout quand on a 3300 milliards de dettes, mais d'un point de vue purement climatique, c'est une solution qui ne suffirait pas à elle seule, d'après ce que je comprends. Ah non, je pense que la taxe Zuckman, c'est très bien pour effectivement récupérer de l'argent et puis pour redistribuer, mais ça ne résout pas du tout le problème climatique, non. Donc c'est plus une solution économique que climatique. Oui, c'est pas. D'ailleurs, elle n'est pas affichée en tant que telle comme une solution climatique, vraiment. Après, évidemment, si on utilise cet argent-là pour financer la transition, donc les choses qui ont besoin pas pour redistribuer, mais pour financer la transition, parce qu'il va falloir beaucoup d'investissements publics, alors ça va contribuer à baisser les émissions. Mais tout dépend de ce qu'on fait avec l'argent, quoi. Voilà. Et c'est pas juste la redistribution. Alors après les taxes, le PIB, donc là je me suis replongé dans mes cours de SES de première pour me rappeler un peu comment tout ça fonctionnait. Vous parlez du couplage-découplage entre les émissions de CO2 et le PIB. Alors pas toujours simple, parce que forcément quand on augmente le PIB, c'est qu'on produit. Quand on produit, c'est qu'on émet des émissions de CO2. Est-ce qu'un découplage à long terme, j'entends, entre les émissions de CO2 d'un pays et son PIB sont possibles? Et vous prenez notamment l'exemple du Royaume-Uni dans votre livre. Oui, alors ce que j'explique, c'est que si vous partez d'un niveau très haut, c'est-à-dire que vous utilisez des centrales à charbon pour produire votre électricité, vous avez un pays très polluant, alors c'est relativement facile de baisser vos émissions. Et vous pouvez baisser vos émissions en utilisant finalement des substituts, par exemple au charbon, qui ne sont pas vraiment plus chers que le charbon, qui ne coûtent pas plus cher à votre économie. Donc en fait, vous pouvez continuer votre croissance du PIB tout en baissant vos émissions. Et donc, vous allez avoir un début de découplage avec une baisse des émissions et puis la croissance économique qui continue. Et donc effectivement, c'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni, où il y avait une production d'électricité notamment très polluante, et puis on observe un fort découplage. Mais au fur et à mesure que votre économie devient de plus en plus propre, les options pour réduire les émissions deviennent de plus en plus coûteuses. Les coûts d'abattement, on appelle ça les coûts d'abattement, sont de plus en plus importants. Et donc, si vous voulez continuer à baisser vos émissions, ça va venir à amputer une partie de la croissance que vous auriez eue si vous n'aviez pas eu à payer ces coûts. Et ce fameux PIB, alors on en entend toujours parler, quand on ouvre le journal, quand on écoute la radio, on dit voilà, Bercy a dit prévision de croissance de PIB de temps, ensuite la banque dit temps, etc. Finalement, le PIB, est-ce qu'il n'est pas un peu has-been aujourd'hui? Vous employez plusieurs fois le terme de bonheur dans votre livre. Est-ce qu'on ne devrait pas... Alors, ma question est extrêmement naïve et on va me dire, Baptiste, tu vis sur une planète complètement parallèle. Est-ce qu'on ne devrait pas calculer le bonheur plutôt que le PIB, finalement? Ça sert à quoi d'être riche si on n'est pas heureux? Très certainement. Le problème, c'est qu'on ne sait pas bien calculer le bonheur. Alors, le PIB, il a plusieurs problèmes. Donc, un des problèmes qu'il a, c'est que il mesure de la création de la valeur ajoutée, mais seulement à partir des activités marchandes. Donc, quand vous détruisez de la valeur en émettant du carbone, vous n'allez pas baisser le PIB. Alors qu'en fait, vous détruisez de la valeur, puisque vous allez créer des dommages, vraiment, vous détruisez. Quand vous détruisez du capital naturel, ça ne va pas se voir non plus dans le PIB. Donc, il y a toute une série de choses qui manquent dans le PIB. Donc, l'INSEE est en train de travailler, d'ailleurs, sur le sujet, et de voir la manière dont on ajoute le carbone dans le PIB. Donc c'est sûr que le PIB, donc il y a deux problèmes avec le PIB. Il y a d'une part le fait que il reflète pas bien la création de valeur ajoutée, et d'autre part que même la création de valeur ajoutée, on n'est pas bien sûr que ça soit un bon indicateur de bien-être. Donc ça, c'est sûr que le problème, c'est qu'on ne sait pas bien mesurer le bien-être. Néanmoins, le PIB, il a quand même un mérite, c'est qu'il nous donne en fait quelque chose qui n'est pas loin du pouvoir d'achat. Et ce qu'on observe, de l'évolution du pouvoir d'achat, ce qu'on observe, c'est que quand même, c'est quelque chose d'important pour les Français, pour les gens en général. Et donc...
Et donc je pense que ça reste un indicateur utile, mais qu'il faudrait évidemment compléter avec plein d'autres indicateurs pour voir un peu la vraie création de valeur. Ensuite, la question de quel doit être notre objectif? Est-ce que ça doit être d'augmenter le PIB ou d'augmenter le bonheur? Bien sûr, ça doit être d'augmenter le bonheur. Ça n'a aucun sens d'augmenter le PIB. Mais si on regarde... Donc on critique le PIB très souvent, et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose... C'est pas un très bon indicateur. Mais malgré tout, si on regarde la croissance économique telle que mesurée par le PIB depuis les années 50, en fait, elle nous a apporté énormément de choses qui sont objectivement, enfin, en tout cas, on peut toujours en débattre, mais qui semblent objectivement des avancées pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une espérance de vie en bonne santé qui est beaucoup plus importante, il y a beaucoup moins de pauvreté, l'âge d'études, le nombre d'années d'études a augmenté, le temps de travail a diminué. Donc tout ça, c'est quand même des améliorations de nos conditions de vie qui sont allées de pair avec la croissance économique. Donc la croissance économique, c'est pas que du superflu, même si c'est sûr qu'on peut se dire que l'augmentation exponentielle de la quantité de vêtements achetés, on a du mal à voir l'amélioration des conditions de vie là-dedans. Bon, l'indicateur est imparfait, mais il a le mérite d'exister, ça donne une tendance tout de même. À la fin de votre livre, vous parlez d'un terme que j'aime beaucoup, c'est la planification. Alors je suppose qu'en économie, planifier, ça doit être quand même un petit peu important de voir au long terme. On a beaucoup planifié en France sur le parc nucléaire, sur la SNCF à une certaine époque, et aujourd'hui beaucoup moins. Alors vous êtes membre du CAE, Conseil d'analyse économique, si je ne dis pas de bêtises. Et est-ce qu'il a un rôle, ce conseil, dans une certaine planification? C'est vrai qu'on entend un petit peu parler de planification, alors sur la relance du parc nucléaire, évidemment, sur l'espérance de vie. Il y a d'autres conventions citoyennes, il y a celle pour le climat qui avait été faite post-Covid, mais il y en a une aussi aujourd'hui qui a été faite sur la fin de vie et maintenant sur le temps des enfants, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, sur le rythme des enfants. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir une convention citoyenne sur l'économie, finalement, puisque de toute façon, tout est régi par l'économie aujourd'hui, et c'est finalement pas le sujet enfin, sauf si on lit les Échos, c'est quand même pas le sujet qu'on entend le plus dans le débat du grand public. Je pense qu'il y a un peu d'économie dans tous les sujets dont vous parlez. Alors, dans le Haut Conseil pour le climat, il y a des économistes donc, qui participent à la réflexion. Sur le Conseil d'analyse économique, c'est plutôt le... l'organisme qui a changé de nom, qui s'appelait France Stratégie, le commissariat au plan... le Haut Conseil maintenant je ne sais plus exactement quel est le nom, mais donc il y a quelque chose comme ça. Il y a le secrétariat général à la planification écologique. Voilà, il y a aussi le secrétariat général à la planification écologique. Donc il y a quand même un peu des organismes qui s'occupent de ça. Quand on parle de planification, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'en fait, il faut... à la fois des instruments du type taxe carbone ou marché de carbone, etc. Parce qu'on sait que c'est des instruments qui sont très efficaces pour baisser les émissions, pour changer les comportements. Donc ça, c'est une partie très importante, notamment pour le côté demande. Mais qu'en plus de ça, il faut une partie d'investissement, en fait. Et ça doit être... planifié au sens où en fait on sait que toutes les grandes innovations, tous les grands développements de secteurs industriels en fait ont bénéficié en général d'un investissement public massif. Donc les États-Unis, ils ont des agences pour ça, pour investir donc la création d'internet, etc. Toutes les grandes innovations au final ont bénéficié de grands investissements publics, et donc là aussi, on peut pas se passer non plus de grands investissements publics pour démarrer la dynamique. Et donc c'est ça qu'on peut appeler planification, et qui va de pair en fait avec des instruments économiques plus classiques. Alors j'ai une dernière question pour clôturer cette deuxième partie d'émission. La question est simple, la réponse sera peut-être compliquée. Est-ce que le prochain crack boursier sera un crack climatique ? Alors, je ne sais pas. Comme tous les économistes, je suis bien incapable de prévoir les cracks boursiers. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un sujet qui se pose en ce moment sur l'assurabilité
des risques climatiques. Donc à mesure que les risques climatiques augmentent, les assureurs évidemment sont plus exposés et donc ça leur pose des problèmes. Est-ce qu'on continue d'assurer ou pas ? Est-ce que l'État doit prendre le relais pour assurer ces risques-là ? La question n'est pas si évidente parce qu'évidemment on se dit oui, ça serait bien que collectivement on assure les risques climatiques, mais en fait si vous assurez trop, ce que vous faites c'est que vous déformez les incitations et que on sait qu'il va y avoir le retrait du trait de côte, donc on sait qu'il y a des maisons, des bâtiments qui sont en danger. Est-ce qu'il faut assurer ces bâtiments ? C'est pas certain, parce qu'en fait, vous risquez d'avoir des nouvelles personnes sinon qui vont construire dans des zones inondables, et c'est pas ce que vous voulez. Donc du point de vue des incitations, c'est pas forcément ce que vous voulez. Et donc voilà, après, de là à un krach boursier, je sais pas. Dernière partie de l'émission Fanny Henriet, la partie sucrée. Si vous avez écouté les précédents épisodes, vous voyez très bien où je veux en venir. Je pose toujours les 2 mêmes questions à mes invités pour clôturer. Au nom de la lutte contre le changement climatique, de quoi seriez-vous prête à vous passer ? Et de quoi vous ne seriez absolument pas prête à vous passer ? J'aime bien cette question parce qu'il y a eu autant de réponses que d'invités. Ceux qui ont un petit peu essayé de passer à côté de la question, ceux qui sont prêts à se passer de choses très matérielles, d'autres des choses plus philosophiques. Et donc, alors moi j'ai une réponse très terre à terre. Moi je ne serais absolument pas prêt de me passer d'une part de flan. Voilà, ça représente 75 kg de CO2 dans mon bilan annuel. Et donc, j'ai une petite tradition, c'est que j'apporte une part de flan à mes invités. Donc voilà, une petite part de flan du quartier pour vous. Alors, vous n'êtes évidemment pas obligé de le manger maintenant, l'heure du déjeuner approche. Et je vous laisse me répondre autour de cette pâtisserie. Merci beaucoup. Alors, de quoi je serais prête à me passer ? En fait, je pense que je serais prête à me passer de pas mal de choses. Évidemment, de manger très peu de viande, enfin de pas manger de viande même, qui est en fait une grosse part de l'empreinte carbone, de réduire fortement les déplacements, etc. Mais je pense que je serais d'autant plus prête à me passer de choses que l'effort est partagé. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on voit de manière générale. C'est qu'en fait, les gens sont contents de contribuer au bien public tant qu'ils ont l'impression que les autres contribuent aussi. Et donc c'est pour ça que je pense que on peut compter sur les actions individuelles, mais il faut pas trop compter dessus, et qu'on a vraiment besoin d'incitations économiques, on a vraiment besoin de contraintes en fait, qui soient mises en place par le collectif, par l'État, par les politiques publiques. Voilà, mais moi, c'est des choses dont... Mais virtuellement, je serais prêt à me passer d'encore plus de choses si c'est interdit, quoi. Ah oui, faut ou si c'est très, très cher. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est important de mettre en place les bonnes incitations parce que, en fait, ce qu'on observe... Donc, pardon, je suis peut-être un peu trop longue pour cette dernière partie. Allez-y. Ce qu'on observe, c'est qu'on fait un jeu en économie expérimentale qui consiste à prendre plein de participants et à leur dire, vous pouvez contribuer au bien public, vous avez 4 €, vous mettez combien, vous pouvez garder une partie pour vous, vous pouvez contribuer pour le bien public. Si vous contribuez pour le bien public, c'est multiplié par 2. Mais vous allez recevoir seulement un dixième, si vous êtes 10, de cette contribution. Donc en fait, collectivement, on reçoit plus si tout le monde contribue beaucoup, mais individuellement, on a intérêt à ce que les autres contribuent et nous, pas trop. Et ce qu'on observe quand on fait jouer ce jeu-là à des gens, c'est qu'au départ, ils sont très partants pour contribuer. Et donc, ils contribuent. Et puis, au fur et à mesure qu'ils voient qu'il y en a un qui ne contribue pas trop, etc., en fait, on voit une baisse de la contribution. Et à la fin, on arrive à des niveaux de contribution qui sont très, très bas. Donc, je pense c'est pour ça que je suis toujours un peu méfiante sur vraiment le fait de compter uniquement sur les actions individuelles et sur la bonne volonté des gens. Je préférerais qu'on soit tous un peu obligés de faire, qu'on ait des incitations. Je pense que ça serait beaucoup plus efficace. Mais par contre, le café, je serais incapable de m'en passer. Ah d'accord, j'allais vous demander. Et donc, à l'inverse, donc vous, c'est le café. Même si c'était très cher. Ah oui, d'accord, ça c'est vital. D'accord, je comprends. Bon, écoutez, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. J'ai un peu le même péché. J'hésitais entre le café et le flan.
Il se trouve que le flan, c'est un peu plus gourmand, voilà, donc j'ai fini là-dessus. Écoutez, merci beaucoup, Fanny Henriet, c'était un plaisir de vous recevoir, directrice de recherche au CNRS, et déjà le 12e épisode de Comment est votre climat, presque le dernier avant l'été. Merci beaucoup, Fanny Henriet. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager l'émission. C'est bientôt les vacances, si ce n'est pas déjà le cas pour certains d'entre vous, alors profitez-en pour recommander le podcast à votre famille et à vos amis afin d'occuper les longues heures de train, de voiture qui vous attendent. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode avant la pause estivale.